Mercredi 11 mars 2026, la librairie Ombre Blanche recevait Lucie Eder, jardinière et artisane d'atelier d'écriture en Ariège, autrice de Quelque chose a changé en 2022. Elle y présentait en dialogue avec Clara Leprince La Grande Verdure, publiée aux éditions La Volte, un conte féministe de la reconstruction à rebours des fictions post-apocalyptiques. Bonne écoute. Ouais, bonsoir, merci d'être venue. Merci Lucie Eder. On est ravis de vous recevoir. Donc on vous reçoit pour votre premier roman La Grande Verdure, publié aux éditions de La Volte. Je vais faire une brève introduction. Vous avez été traductrice d'allemand, puis jardinière, et vous faites des ateliers d'écriture. Comment êtes-vous passée justement de la terre à l'écriture ? Je suis plutôt passée de l'écriture à la terre. Enfin, j'ai une formation de germaniste au départ, et ensuite j'ai travaillé comme traductrice effectivement. Puis j'ai fait un burn-out en 2016, et du coup je suis passée. J'ai eu besoin d'aller travailler à l'extérieur, et à partir de là, j'ai pu trouver le temps pour écrire pour moi-même. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller vers la fiction. Et et que j'ai pu trouver du temps pour écrire pour moi. Donc en fait, c'est un peu comme si j'étais arrivée à la terre et à l'écriture en même temps. Ok. Et donc La Grande Verdure, c'est votre premier roman, mais avant, vous avez publié d'autres textes courts, je crois. Alors, je préfère dire que c'est mon deuxième roman, mais c'est vrai qu'on a eu un litige là-dessus avec l'éditeur, parce qu'il préférait dire que c'était le premier roman, parce qu'en fait, le premier a été auto-édité. Okay. Du coup, c'est comme si ça comptait pas. Le premier s'appelle Quelque chose a changé, et je l'ai auto-édité en 2022. Est-ce que c'est sur les mêmes thématiques ou sur des choses différentes ? Alors, c'est aussi un roman d'anticipation. Mais il a un ancrage beaucoup plus réaliste que La Grande Verdure, dans le sens où il s'ancre dans la société telle qu'on la connaît, et il la voit évoluer. Il se passe entre 2015 et 2035. Tandis que La Grande Verdure, c'est un peu un huis clos spatial et temporel, quoi. Du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous tourner plutôt vers l'anticipation, la science-fiction, que vers la littérature blanche ? Ça, je dirais, c'est pas vraiment un choix. Enfin, je sais pas. C'est comme si le futur, c'était un espace de réflexion plus abordable, moins terrifiant que la réalité. Dans laquelle il faut prendre en compte absolument tout ce qu'il y a autour de nous, tandis que le futur, on peut décider d'absolument tout, quoi. On peut décider du décor, on peut décider des protagonistes, on peut décider de la manière dont ça se passe. On a vraiment beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc je dirais que c'est pour ça. C'est pas un choix vraiment que d'aller vers la SF, mais c'est plutôt la SF, c'est plutôt j'y ai plutôt réfléchi. Enfin, c'est plutôt comme un outil qui permet de penser certains problèmes du présent, quoi. Je vois le futur plutôt comme un outil plutôt que comme je saurais pas le dire autrement. Et avec une plus grande liberté, du coup ? Oui, okay. Clairement, ouais. Et est-ce que c'est lié aussi à vos influences littéraires ou pas nécessairement ? Pas nécessairement. Je suis pas forcément quelqu'un qui a lu beaucoup de SF. Enfin, après, bon, c'est vrai que j'ai lu de la fantasy. Je lis énormément de romans, tout genre confondu. Mais c'est vrai que la SF, c'est pas ma première. C'est pas ma première source d'inspiration. Je suis très marquée par Ursula Le Guin, mais plus par la théorie que par sa fiction, même si j'aime aussi beaucoup sa fiction, mais j'avoue que sa théorie me nourrit beaucoup. Toutes ses réflexions sur l'écriture, l'imagination, la fiction, ça c'est vraiment très nourrissant. Et après, pour ce qui est de la SF, oui, je dirais
j'ai plus été influencée par des personnes qui sont un peu en lisière, comme par exemple Marlene Haushofer, qui est une autrice autrichienne qui a écrit un livre qui s'appelle Le Mur Invisible, qui est techniquement un livre de science-fiction, mais qu'on range pas forcément science-fiction. Et après, j'ai aussi lu des classiques comme de fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux ou le cycle de Dune pour la SF, mais je suis un peu une touche à tout en matière de lecture, quoi. Ok, oui. Et pour une question un peu technique, comment vous êtes amené à travailler avec la Volte ? Du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Sabrina Calvo, qui est une autrice publiée à la Volte. Je l'ai rencontrée dans un réseau d'auteurs-autrices queer et féministes. C'est des rencontres qui sont organisées par Sandra Calderan et Marcia Burnier, qui sont deux autrices. Des rencontres autogérées qui assument en fait, le fait de faire un réseau d'autrices féministes pour se donner du pouvoir vis-à-vis du monde littéraire qui est quand même à prédominance masculine. Et du coup, j'ai eu la chance de la rencontrer dans ce cadre-là. Et à partir de là, elle a parlé de moi à Mathias Echner, qui est l'éditeur de La Volte. Et il a lu mon manuscrit et c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et est-ce que vous lisez des auteurs, autrices de La Volte, même avant d'y être ? Eh bien, avant d'y être, j'avais lu juste Sabrina Calvo et depuis, je me suis mise à en lire et je suis assez contente d'avoir rencontré cette maison qui est quand même très éclectique. Enfin, il y a quand même des choses extrêmement différentes à la Volte. Là, je suis en train de lire justement Hildegarde de Léon Henry, qui est un livre vraiment très étonnant qui se passe au Moyen-Âge, qui est enfin, pour le coup, c'est pas vraiment de la SF, mais oui. Et c'est ça que j'aime bien avec la Volte, c'est qu'en fait, ils vont toucher à différents genres et qu'il y a un côté assez inclassable qui me plaît. Oui. Et donc, pour parler un peu plus de votre roman, donc, il met en scène La Grande Verdure, qui est une communauté créée dans un univers post-apocalyptique, composée des dernières survivantes de la Terre. Est-ce que c'était important pour vous que ce soit des survivantes et que du coup ça laisse plus la place aux personnages féminins ? Alors je pense que oui, c'était important que ça soit des survivantes, dans le sens où pour moi c'est une manière de mettre en scène la question du traumatisme et comme si finalement, mais ça c'est quelque chose que je réfléchis après coup, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi en écrivant, mais comme si finalement la question pouvait se mélanger la question du traumatisme infligé par un effondrement qui a eu lieu, dont on ne saura pas beaucoup plus, et ça me permet en fait de travailler la question du traumatisme de manière générale et qu'on pourrait et de la question de la communauté isolée, de comment une communauté minorisée finalement gère ses traumatismes. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Voilà. Et après, il y avait aussi la question du féminin. Oui. Alors pour moi, c'est pas une communauté de femmes, dans le sens que j'ai choisi de genrer les personnages majoritairement au féminin pour contrebalancer le problème du genre en français, qui est une question très problématique à chaque fois qu'on écrit. Et pour ce livre-là, parce qu'en fait, chaque texte amène un choix, une décision par rapport à la question du genre. Et je pense que là, j'ai vraiment voulu renverser en fait l'habituelle règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et me dire pourquoi pas essayer de faire l'inverse, parce que déjà en fait comme une espèce de revanche en fait, et aussi parce que j'aimerais que les lecteurs bon, ça me fait penser. Je vais partir dans plein de directions à la fois, mais il y a eu une étude récemment qui dit que les hommes lisent peu de livres écrits par des femmes,
alors que l'inverse n'est pas aussi vrai. Alors je saurais, il faudrait retrouver cette étude, mais en tout cas j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a un problème de... On va faire une petite pause pour le... Je pense qu'il y a un problème d'identification dans le sens où le lectorat masculin n'a pas l'habitude de s'identifier à un universel qui pourrait être féminin, et du coup c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que du coup il y a plein de personnes qui me disent « Ah mais du coup dans la grande verdure c'est une communauté de femmes ». En fait non. Enfin, en fait il y a aussi des personnes masculines, il y a des personnes dont on ne sait pas le genre. Pour moi c'est une communauté aussi qui est très queer. Enfin je veux dire et comment dire... Et donc les femmes n'en sont qu'une partie. Il y a aussi il y a des hommes, il y a des personnes trans, etc. Mais en fait, j'ai pas voulu que ça soit dit, j'ai pas voulu que ça soit nommé. J'ai juste voulu mettre tout le monde au féminin et me dire est-ce que c'est possible de s'identifier on prend un groupe et est-ce que ça va être possible aux lecteurs, aux lectrices de s'identifier à un groupe qui soit exclusivement féminin, quoi. Et c'est vrai que j'ai aussi voulu essayer de, d'écrire un livre qui soit un peu post-genre. Mais ça, je sais pas à quel point c'est possible, mais en tout cas, j'ai pas voulu me poser la question des relations matérielles, hein, de genre entre les personnages. J'ai voulu me débarrasser de ça. Et du coup, je sais pas véritablement ce que ça donne a posteriori, parce que je pense qu'il y a des lecteurs pour qui ça marche et des lecteurs, des lectrices pour qui ça marche pas forcément. Mais en tout cas, j'ai voulu écarter ce problème-là, parce que sinon ça a forcément un impact sur la manière dont on écrit des personnages. Donc j'ai voulu l'écarter pour ensuite essayer de pour me concentrer sur d'autres problèmes, quoi. Ok. Et donc c'est une communauté qui est une sorte d'éco-résidence qui est divisée en plusieurs rôles qu'on nomme logis. Il y en a 4 grandes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Des logis, oui. Du coup, il y a le logis des consoudes qui s'occupe du soin. Il y a le logis des orties qui s'occupe de la subsistance. Il y a le logis j'ai oublié mes propres logis. Le logis des lierres qui s'occupe de l'exploration. Et le logis des cactus qui s'occupe de l'eau. Et pour moi, c'était une manière de symboliser, de mettre en œuvre matériellement la question de l'autogestion, parce que la grande verdure, c'est une communauté autogérée. Et qui dit communauté autogérée dit partage des tâches. Oui. Et donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Oui, ok. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'est un roman écolo ou c'est plus que ça et c'est pas forcément aussi arrêté? Je me suis jamais posé la question. C'est vrai que... En tout cas, ça questionne... En tout cas, ça me dérange pas qu'on en dise que c'est un roman écolo. Après, c'est vrai que c'est pas... disons que l'écologie n'est peut-être pas la thématique, mais peut-être c'en est le décor. Oui. Dans le sens où la nature joue un rôle... la manière dont la nature n'est plus domestiquée joue un rôle prédominant, et les choix de la grande verdure... par rapport à l'environnement sont l'environnement détermine les choix d'habitat qu'a fait la grande verdure, peut-être sur un mode qui est beaucoup moins interventionniste qu'avant. Du coup, peut-être que dans ce sens-là, effectivement, on peut dire que c'est écologiste, ouais. Et du coup, ces différents individus sont aussi identifiables physiquement par le tatouage qui est sur leur visage. Est-ce que c'était important aussi pour vous que à la première vue, on les identifie aussi ? Oui, c'est marrant, on m'a jamais posé cette question. Je pense que le tatouage, c'est...
bon, ça symbolise les rôles, mais il y a aussi quelque chose d'appartenance très forte à une communauté, quoi, parce que c'est une communauté qui est très refermée sur elle-même, et donc je pense que c'était une manière de matérialiser cette chose il y a vraiment une différence entre nous et les autres. Je pense que oui, je pense que l'idée du tatouage vient de là. Ok. Et cette communauté, elle est très codifiée. Il y a une charte qui existe. Comment vous avez eu l'idée de cette charte ? Est-ce que ça vient de quelque part de précis ? Je pense qu'il y a dans ce livre, il y a une critique du formalisme qui est, mais sous forme d'une tension, sous forme d'une ambiguïté, parce que ça va pas être... j'espère que c'est pas un roman à thèse. Enfin, je veux dire, c'est pas une question qui va forcément être résolue à la fin. Oui, ça interroge beaucoup, mais sans forcément de résolution. Oui, c'est ça. Et du coup, la question de la charte, elle est là parce que c'est typique de la manière dont un groupe formaliste pourrait s'organiser. Mais en fait, cette charte, j'en parle, mais je l'ai jamais écrite. Enfin, je veux dire. Oui. Voilà, mais comment dire, il y a. Oui, Oui. Et est-ce que dans l'idée que vous faisiez de cette communauté, quand elle a été créée, est-ce qu'il y avait une volonté d'en faire une communauté utopiste ? Je sais pas s'il y avait une volonté au départ. Je pense que ce qui m'a mue au départ, c'était une tension entre quelque chose qui est vraiment de l'ordre du contrôle et quelque chose qui est de l'ordre du besoin de liberté, et d'essayer de montrer ce que ça peut fabriquer dans un groupe, en fait, ces différentes tensions-là. Du coup, je pense pas que j'étais préoccupée par la question de l'utopie. J'étais plus préoccupée par la question de que fait l'individu dans un groupe, et quelle est la marge de manœuvre de l'individu dans un groupe, et quelle marge de manœuvre donne un collectif à un groupe, et comment tout ça peut s'entrechoquer, et quelle solution on peut y donner. Du coup, c'était pas... et je pense que c'est après que je me suis rendu compte que, en fait, que la Grande Verdure avait des ambitions finalement utopiques, mais c'est un peu comme... pour moi, la Grande Verdure, c'est un peu comme un groupe militant qui veut absolument faire du mieux possible, mais qui se retrouve un peu pris à son propre piège, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'individus, donc dans le roman, on suit un personnage principal, Lierre Elix, qui se retrouve un peu pas étranglée, mais elle se sent plus elle-même dans cette communauté, et donc elle décide de partir. Elle part et elle va tomber sur Sable, qui est un individu qui vit de manière autonome. Est-ce que ce personnage, c'était aussi une manière de se décentrer de la communauté et de voir une autre manière de vivre, un autre mode de vie? Oui, je pense que ça fait ça, mais après, c'est pas pour ça que Sable existe. Enfin, dans le sens où, pour moi, le personnage, il apparaît, il apparaît pas pour servir quelque chose ou pour servir une idée. Il apparaît parce qu'il est là. Enfin, c'est complètement idiot, mais enfin, il y a un truc un peu... j'ai un rapport avec mes personnages qui est très intense, et pour moi, c'est vraiment des êtres humains qui sont à côté de moi. Du coup, j'aurais vraiment beaucoup de mal à dire, ou je trouverais ça très déplaisant de dire que Sable existe pour servir une idée. Juste, elle existe parce qu'elle est là. Du coup, je réponds pas très bien à la question. Mais après, c'est vrai que elle a
En tout cas, elle a une liberté très forte et c'est pour ça que c'était vraiment génial de l'écrire parce que elle se permet plein de choses que moi je me permettrais jamais en tant que personne. Du coup, ça ouvrait beaucoup de possibilités. Et avec Sable, il y a un autre personnage qui est là, c'est Horty, qui est un personnage que je trouve assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage ? C'est marrant, alors des questions sur Horty, ok. Horty, c'est un personnage qui est un peu pris entre deux feux dans le sens où il a, il vient du même endroit que Sable, ils ont été dans le même appartement thérapeutique, ils ont traversé beaucoup de choses ensemble, et en fait, il a choisi de suivre, de rejoindre la Grande Verdure un peu pour protéger Sable. Et en fait, du coup, je pense qu'il était dans des choix qui étaient à la fois qui viennent d'un endroit très bienveillant, mais qui se retrouvent aussi à être assez finalement contrôlant de la vie de Sable, quoi. Je veux dire, dans le sens où il la met un peu dans une case et que peut-être que finalement il s'est trompé. Voilà ce que je pourrais dire. Okay. Et en parlant de vos personnages, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous les avez travaillés ? Est-ce que vous les avez travaillés de façon individuelle ou les uns par rapport aux autres ? Ah oui, non, je les ai pas du tout travaillés de façon individuelle. Oui. Après, c'était pas du tout comme mon autre livre. Là, c'est vraiment un livre que j'ai écrit de manière très linéaire. Donc, c'est vraiment un livre qui a été écrit du début jusqu'à la fin. Et j'ai écrit les personnages. Je les ai pas écrits séparément du texte. Les personnages sont dans le texte. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a rien qu'on peut détacher. Il y a rien qu'on peut détacher du texte. Il y a rien qu'on peut détacher de l'histoire. Mais c'est des choses qui sont très difficiles à expliquer. La genèse, la genèse de ça, pour moi, c'est quelque chose de très empirique, de très sensible, et que finalement je me retrouve à expliquer après coup dans des lieux comme celui-ci, où du coup je me mets à raconter des histoires sur la manière dont j'ai écrit une histoire, mais finalement c'est comme si j'inventais une nouvelle histoire en vous expliquant comment j'ai écrit l'histoire, parce que moi-même j'ai du mal à dire exactement comment je l'ai fait, parce qu'il y a un niveau d'intentionnalité qui est très bas, ou alors qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient, ou alors, encore, pour le dire encore autrement, c'est une manière pour moi-même de découvrir quelles sont mes propres intentions en écrivant de la fiction. Du coup, c'est une manière assez bizarre de faire ça. Dans le milieu de l'imaginaire, on parle des jardiniers et des architectes pour parler du rapport au texte, du rapport à l'écriture. Moi, je suis une jardinière dans la vraie vie, mais je le suis aussi, je le suis aussi dans ma manière d'écrire, quoi. Ok. Et est-ce que c'est un texte que vous avez mis peu de temps à écrire ? Non, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Okay. Mais aussi parce que je travaillais, à l'époque, je travaillais à Toulouse en intérim et en jardinage. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs a beaucoup nourri le texte. Et je travaillais à 35 heures et du coup j'écrivais le week-end. C'était des moments un peu volés comme ça, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de jardinage et de nature, les éléments naturels sont très importants. Ils sont au cœur du texte. Et du coup, j'aimerais vous faire lire un passage maintenant. Horty exhume une longue planche dessous l'un des monticules et lente avance vers la fenêtre d'en face. Je franchis la planche étroite et l'impression que la ruelle est verte me traverse en un éclair. Un doux vert d'herbe. Nous dévalons 2 volets de marche pour nous arrêter au premier étage. L'accès au reste de l'escalier est muré. Horty me sourit et serre ma main très fort. Il me conduit à la fenêtre. Elle donne sur un jardin de 2,50 m de large, sur une dizaine de mètres de long.
Horty monte sur le rebord de la fenêtre et s'accroche à la gouttière pour atterrir entre 2 rangs d'orties et de consoudes énormes. Je grimpe sur le rebord à mon tour. Devant la beauté du spectacle qui s'offre à moi, je m'assois tout simplement. Je laisse mes jambes se balancer et les longues herbes frôler mes orteils. Ce sont de simples herbes qui sont là parce qu'elles sont là, pour aucune autre raison. Des herbes montées en graines, si communes et pourtant inconnues, des herbes dont mes doigts détruisaient les architectures fragiles quand je me promenais à la campagne, enfant. Des herbes qui, en ville, n'avaient pas le droit de monter. Ici, elles sont immenses, elles culminent à près d'1,50 m. Je saute et je me réceptionne maladroitement, les 2 mains dans un bouquet d'orties. Les piqûres me ramènent à la réalité et je regarde autour de moi. On ne croirait pas que quiconque ait fait quoi que ce soit ici. C'est une ruelle envahie par la végétation, avec une sente discrète qui la traverse en son milieu, comme si, à l'insu de toutes, elle était fréquentée par des animaux invisibles et inconnus. Mais contrairement à toutes les friches que je connais par ici, des territoires inexplorables d'épines et de bois, celle-ci est une friche herbeuse. J'avance précautionneusement le long de la sente et je découvre par ici un pied de consoude, par là un pied de menthe, par là-bas un pied de mélisse. J'ai tellement le nez par terre que je mets du temps à réaliser que le long des murs, ici et là, se dressent d'énormes pieds de chanvre qui, pour certains, me dépassent de plusieurs têtes. Merci. Au-delà de l'environnement où la nature est omniprésente, il y a aussi le système de communication qui dépend des plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce système ? Oui, alors du coup, la grande verdure a codé les émotions en fait dans le cadre de la conversation, les a codées par des plantes et du coup passe aussi beaucoup d'énergie à faire pousser des plantes pour pouvoir communiquer. Et en fait, c'est une manière d'échapper aux prises de pouvoir qu'il peut y avoir dans le cadre de la communication. Et je pense que la grande verdure veut vraiment très bien faire. Donc il y a vraiment une recherche de l'égalité qui n'est pas seulement de l'ordre de l'égalité matérielle, mais qui est aussi qui est aussi de l'ordre de l'égalité de l'égalité dans les rapports, dans sa texture la plus concrète, quoi. Donc voilà. Et après, je saurais pas dire comment cette idée m'est venue. Enfin, je veux dire, Est-ce vraiment. Est-ce que c'est un lien avec votre métier ou pas ? Je pense que ce que en y réfléchissant, la question une plante, c'est vraiment quelque chose de très inoffensif, de très joli, de très mignon. Et du coup, ça symbolise un peu une volonté de bien faire. Enfin, je veux dire. Et du coup, la grande verdure va utiliser les plantes pour communiquer. Donc, ça va symboliser un peu cette volonté de bien faire. Et en fin de compte, ça va un peu montrer que on se donne des fleurs, mais en fait, derrière ça, c'est un cadre extrêmement rigide, extrêmement formel, et que du coup, il y a des personnes qui peuvent se retrouver enfermées dans ce cadre. Donc, c'est un peu pour comme symboliser une espèce de mignonitude qui aurait, qui finalement irait tomberait un peu à côté de du but qu'elle veut se donner, quoi. En plus des plantes, il y a aussi l'atmosphère qui est importante, notamment avec la poussière qui est présente à plusieurs endroits. Est-ce que c'est aussi... Est-ce que la présence de la poussière participe aussi au sentiment de lierre, de se sentir un peu étouffé ?
Oui, ben, je pense que c'est sûr que l'environnement est hostile. Je veux dire, il y a eu un dérèglement climatique, donc il y a soit la poussière, soit les inondations. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez... qui vient assez naturellement quand je me mets à réfléchir au futur. Je pense qu'on le vit déjà aujourd'hui en 2026, et je pense que c'est quelque chose qui va s'accentuer. Donc pour moi c'est difficile d'imaginer le futur sans imaginer un dérèglement climatique. Après, je ne sais pas si l'IR elle se sent oppressée par ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'acceptation et de volonté d'adaptation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces mots qui symbolisent le déplacement, qui viennent et qui entrent, comment dire, et peut-être que vous allez me poser une question là-dessus après. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être oppressant pour la lectrice, mais en tout cas, je pense que l'IR, le personnage principal, est quand même fait avec, et fait de plus en plus avec au fur et à mesure du livre. Enfin, je sais pas, oui. Et donc oui, par rapport à ce vocabulaire, vous questionnez aussi le langage. Est-ce que c'est lié au fait de s'interroger sur d'autres futurs possibles? Est-ce que le langage peut être une sorte de réinvention du monde? Ou en tout cas, est-ce qu'il peut y participer? Grande question philosophique. Comment dire, en tout cas, je pense que le langage, c'est un enjeu de pouvoir très fort. On le voit bien aujourd'hui avec le fait que pour certaines associations, la question de l'attribution de subventions soit suspendue à une question de est-ce que vous utilisez ou pas l'écriture inclusive. Donc c'est clairement un enjeu de pouvoir. J'ai oublié la question du coup. Est-ce que le langage peut servir dans la réinvention du monde ou participer en tout cas, à quelque chose? Oui, je pense que c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, on est perpétuellement en train d'essayer de se faire une place avec en utilisant des mots que d'autres ne veulent pas utiliser pour décrire des réalités que d'autres ne veulent pas voir. Enfin, du coup, je pense que c'est un outil absolument crucial, et que par ailleurs, je pense que c'est bien de faire coexister des multiplicités de tentatives pour décrire le monde, même si c'est des tentatives qui ne vont pas forcément dans le même sens, qui se contredisent, etc., qui balbutient. Mais je pense qu'après c'est l'usage qui va choisir en fait, et que du coup c'est pour ça que pour moi, par exemple, par rapport à la question de la démasculinisation, là j'ai choisi le féminin pluriel, mais dans un autre texte je ferai un autre choix, et que je pense que il faut pas hésiter à tordre le langage et à imposer des mots et à continuer dans cette espèce de longue bataille à la fois matérielle et symbolique qu'on essaye de mener pour un monde plus vivable, quoi. Du coup, en termes de langage, vous employez aussi des mots que vous inventez. Est-ce que votre ancien travail de traductrice vous a aidé, ou c'est vraiment deux choses complètement séparées? Non, je pense que c'est pas séparé, parce que faire de la traduction, ça m'a vraiment appris à écrire, dans le sens où ça m'a appris à réécrire. Parce que avant de traduire, j'écris depuis que je suis enfant, et je me relisais pas du tout. Tous les textes que j'écrivais, c'était des premiers jets.
Et puis là, je me disais, ah, c'est fini. Donc j'ai écrit ce texte et puis hop, c'est fini. Et en traduction, on est vraiment obligé de peaufiner le texte, de réécrire. Et je pense que traduire, ça m'a aussi appris à lire, parce qu'avant, je lisais, j'étais une lectrice vorace, je lisais extrêmement vite, j'oubliais tout ce que je lisais. Et du coup, je me suis mise à lire en allemand, parce que je traduisais de l'allemand. Et du coup, ça m'a forcé à lire beaucoup plus lentement, à regarder chaque mot, parce que sinon, je comprenais rien. Et après, traduire, oui, ça m'a appris à réécrire, à me poser la question pour chaque mot, pourquoi j'utilise ce mot et pas un autre. Et ça, c'est sûr que ça a vraiment infusé mon travail d'écriture, parce que maintenant, je suis quelqu'un qui réécrit énormément. Du coup, à chaque fois que je me mets à mon texte, je relis ce que j'ai lu ce que j'ai écrit la veille. Et je réécris. En fait, je suis en permanence en train de repasser sur le texte comme un espèce de... C'est presque infini. Enfin, à un moment, il faut que ça s'arrête parce que ça devient un peu maladif, quoi. Mais, et du coup, en ça, je pense que la traduction, ça a vraiment infusé dans mon travail d'écriture. Et après, par rapport à la création de mots, j'ai fait des mots valises dans la grande verdure, et c'est vrai que du coup je suis aussi germaniste, et en allemand, l'allemand c'est une langue qui est très plastique, avec laquelle on peut très facilement fabriquer des mots juste en les accolant. Et en français, on n'a pas du tout ça. Le français, c'est une langue très rigide, avec des racines très anciennes. On regarde un mot, on ne peut pas forcément savoir d'où il vient. Tandis qu'en allemand, il y a quelque chose de beaucoup plus lisible en fait dans les mots. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais tandis qu'en français, on a des racines grecques et en fait, on connaît pas le grec, on s'en rappelle plus. Enfin, et du coup, l'allemand va fabriquer des mots très facilement. Et du coup, c'est quelque chose que je pense que c'est un peu quelque chose que j'ai pris de l'allemand, effectivement, cette envie de tordre les mots et de les mettre ensemble et de voir ce que ça fait, quoi. Et du coup, ça a été assez instinctif de créer ces mots. Oui. C'était pas forcément réfléchi avant. Oui, ouais. C'est vraiment venu avec l'écriture. Rien n'est réfléchi. Ok. Et donc on en parlait, la Grande Verdure, c'est une communauté qui veut bien faire, mais pourtant on se rend compte que elle n'est pas forcément si égalitaire que ça, ou en tout cas il y a des manquements. Notamment avec la présence de la technologie et de drones, et il y a aussi la présence un peu floue à certains moments d'une entreprise qui s'appelle Survitech. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce côté-là ? Oui. Je pense que quand j'imagine le futur, j'ai beaucoup de mal à imaginer un futur technologique. Après, dans mon futur idéal, dans le sens où on vit dans une société extractiviste, et que je me pose vraiment sincèrement la question de comment est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là à fabriquer en permanence de nouvelles technologies, et que ces technologies soient individualisées et que chaque personne ait un appareil ou plusieurs appareils qui nécessitent un nombre incalculable de métaux lourds. Du coup, ça, pour moi, c'est un problème éthique qui se pose en permanence, et que du coup... Quand j'imagine un futur où les choses se sont effondrées, j'ai du mal à imaginer autre chose que que des technologies qui seraient faites à base de recyclage ou de récup ou de choses comme ça. Et du coup, j'ai voulu... c'est une question qui a plein de tiroirs, parce qu'en fait... la question des drones, elle vient de la question de la sécurité, de la grande verdure qui se sent, qui se sent en permanence en danger. Et je pense que j'ai voulu réfléchir à la manière dont,
à la manière dont la grande verdure cherche maladroitement à se protéger. Et j'ai voulu réfléchir à la question du groupe face à l'étranger, parce que j'ai beaucoup pensé à la série The Walking Dead, qui est une série que j'avais regardée à l'époque. Et j'avais trouvé intéressant le début, et après je trouvais que c'était une série qui devenait complètement de droite, et du coup j'ai arrêté de regarder. Et et en fait, dans ce genre de série, il y a toujours la question du groupe, de la famille qui doit se protéger face à l'extérieur. Il y a toujours cette phrase à un moment qui dit « I have to protect my family ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est dans pas mal de séries. Et moi, je pense que je voulais écrire un récit post-apocalyptique où l'extérieur ne constitue pas l'étranger ne constitue pas forcément un problème, mais plutôt la solution par la présence de sable. Et du coup, les drones, c'est une manière de montrer cette espèce d'obsession de la grande verdure à vouloir se protéger elle-même. Et finalement, en fait, c'est comme une espèce de blague de montrer que en fait non, finalement on n'en a pas besoin, et peut-être qu'on ferait mieux de faire du matériel médical. Donc ça, c'est une chose. Et après, comme j'ai commencé à dire en parlant d'extractivisme, je pense que c'est une réflexion qui est assez balbutiante pour moi. Enfin, en tout cas, je me sens pas très outillée et j'essaye en ce moment de m'outiller davantage sur cette question-là, mais je pense que j'ai un fond vraiment très profondément technocritique, et que du coup, quand je me projette dans le futur, ça se traduit par des groupes, par le fait de mettre en scène des groupes qui vont avoir un rapport à la technologie, un usage de la technologie très peu avancés, quoi, qui vont pas chercher. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de mettre en scène une tension à ce niveau-là, de montrer qu'il y avait des personnes qui en voulaient beaucoup plus que d'autres, et de voir comment ça peut se résoudre. Mais c'est vraiment de l'ordre de l'interrogation, quoi. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Et après, je me pose aussi la question du bon outil, quoi. Quel est un bon outil ? Qu'est-ce qu'une bonne technologie ? Et par rapport à ça, il y a une philosophe qui est morte depuis longtemps, qui s'appelle Simone Veil. Alors c'est pas la féministe Simone Veil qui a voté la loi pour l'avortement, c'est une philosophe qui est morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Simone Veil avec un W, qui a écrit un texte qui s'appelle Réflexion sur les origines de l'oppression et de la liberté. Et en fait, elle réfléchit à ce que pourrait être une technologie non oppressive. Et du coup, elle dit c'est une technologie qu'une personne peut expliquer à une autre personne entièrement. Et du coup, pour moi, je garde ça un peu comme une boussole, dans le sens où, voilà. Et ça pose aussi des questions par rapport à l'intelligence artificielle. On va pas forcément parler de ça, mais dans le sens où là aujourd'hui l'intelligence artificielle, les concepteurs même de l'intelligence artificielle ne savent pas quels sont les chemins qu'utilise l'algorithme pour fonctionner. Donc là, on est vraiment face à un outil. Donc non seulement on peut pas l'expliquer. C'est pas divisé entre plusieurs concepteurs, mais on peut pas du tout l'expliquer. Même les concepteurs ne peuvent pas se l'expliquer. Donc voilà, bon, j'ai fait une grosse digression, mais voilà ce que ça m'évoque, toute la question de la technologie, donc qui est traitée de manière très balbutiante dans ce livre encore, quoi. Vous l'avez déjà un peu dit, mais est-ce que du coup la grande verdure, ça vous permet de réfléchir plus facilement au monde au pluriel de demain ? La grande verdure, votre roman, de manière générale. Oui, clairement. Enfin, je pense que c'est vraiment un outil. Pour moi, la fiction, c'est un outil de réflexion sur. Enfin, ça me semble très bateau de dire ça, mais c'est vraiment un outil de réflexion sur comment pourrait être le futur. Et en tout cas, c'est un territoire d'expérimentation. Il y a un mot que j'aime bien pour ça s'appelle la prototopie. C'est un chercheur,
un chercheur en science-fiction qui s'appelle Yannick Rumpala, qui est à l'université de Nice, qui a développé ce concept. Et du coup, c'est un peu pour sortir de la binarité utopie-dystopie. Et en fait, de se dire, en fait, on part du présent et on tord une ligne narrative, quoi. On va changer des éléments. Donc là, par exemple, j'ajoute un effondrement, parce que le monde pollué, il est déjà là, finalement, mais donc je fais chuter les structures de pouvoir et je regarde une micro-société. Et là, je regarde ce qui se passe. Donc c'est un mot qui est là pour symboliser l'expérimentation, quoi. Un lieu, une prototopie comme un lieu premier, un lieu d'expérimentation. Est-ce que vous souhaitez écrire d'autres romans ? Oui, je suis en train d'essayer d'écrire un 3e roman. Ok, toujours en imaginaire ? Oui. Ok. Même si, franchement, la catégorie de l'imaginaire me questionne beaucoup. Parce que pour moi, un roman réaliste c'est aussi un livre d'imaginaire. Du coup, oui. c'est un terme qui me questionne pas mal. Et et on en parlait un petit peu avant, il y a des tentatives en tout cas d'élargir justement les lectures qui sont en imaginaire à la littérature blanche. Donc il y a quand même des auteurs-autrices qui essayent un peu de casser ce mur-là en tout cas. Oui, et puis c'est un mur hiérarchique aussi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie entre la littérature blanche et la littérature de l'imaginaire, et un rapport de pouvoir et une manière dont les livres sont perçus. Qui est intéressante à questionner, je trouve. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne saurais pas forcément comment la structurer, donc ça me vient en écoutant tout ce qui vient de se dire. Moi, je n'ai pas encore terminé le livre, donc c'est peut-être aussi pour ça que je me pose la question. Mais tout à l'heure, on parlait du fait que le langage pouvait être quand même moteur de changement et d'évolution du monde, et que ça l'était très certainement. Mais comme j'ai l'impression que la volonté là en écrivant ce livre, enfin volonté sans que du coup il y en ait forcément trop, j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, c'était de faire une opposition entre donc le contrôle et la liberté, mais comme on disait que le langage était quand même très important et la communication, ici j'ai quand même l'impression que c'est une forme d'oppression comme le contrôle, donc finalement le message vers quoi il se dirige, puisque je trouve ça un peu ambigu. C'est pas une critique, hein, mais dans le sens où c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer un petit peu le monde, mais en même temps c'est dangereux et ça peut conduire à quelque chose de plus oppressant. Donc là, la volonté, c'était d'en faire quoi ? Je pense que, alors effectivement, je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, c'est sûr que c'est un livre au message ambigu et qu'il n'y a pas c'est pas un roman à thèse et qu'il n'y a pas de message qui est délivré à la fin du livre. Je pense que il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé dans le cadre de cette rencontre, c'est la question de la santé mentale qui joue un rôle assez important dans le livre, avec des personnages qui ont plus ou moins de difficultés à être dans le monde et à être avec les autres. Et je pense que la question autour de la question du langage, elle se joue aussi là, dans le sens où ce qui est finalement critiqué par l'IR au niveau de la grande verdure, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule règle. Et du coup, la critique ne porte pas sur le fait qu'il y ait une règle, mais sur le fait qu'il y en ait une seule. Et que finalement, peut-être que la proposition à la fin du livre, mais je vais pas vraiment spoiler en disant ça, mais c'est plutôt d'aller vers une multiplicité de règles et vers une espèce de fluidité, quoi, qu'on soit pas figé dans un seul système et qu'en fait qu'on puisse cohabiter avec des personnes qui ne respectent pas forcément le système. Merci pour tous les échanges et la présentation de votre roman. Je vais pas vous cacher, je l'ai pas encore lu, mais du coup en écoutant tout ça, en fait, je suis en train de me poser la question parce que il est classé comme du post-apocalyptique parce que c'est post-effondrement. Voilà, il y a une catastrophe et donc c'est un groupe de personnes qui
survit, mais qui monte une nouvelle société autrement, parce que vous parliez de The Walking Dead, donc il y a eu un effondrement, mais ils ne font que reproduire des schémas de société qui existaient déjà, alors que là ça a l'air de se réinventer, enfin de faire quelque chose de différent, de plus égalitaire, enfin voilà, que chaque personne trouve sa place. Est-ce que c'est important de réinventer les futurs comme ça, de post-catastrophe en fait, d'imaginer des futurs autrement, quelque chose peut-être un petit peu plus lumineux? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, je pense que c'est vraiment une question très importante. Je pense qu'avec ce livre, j'ai voulu, comment dire, enfin, je pars d'un environnement matériel. L'environnement du vivant est très oppressant et difficile, et il a fallu mettre en place plein de choses pour pouvoir y survivre. Et je pense que le livre essaye de montrer qu'il y a un espoir, mais c'est pas forcément dans la question de résoudre les problèmes de pollution, parce qu'en fait ils seront toujours là. C'est pas forcément mais c'est plutôt en essayant de construire du lien, en fait, et c'est là que, en plus, c'est là que je vois une forme d'espoir, et que je vois la forme d'espoir du livre, quoi. C'est-à-dire on a cru qu'on n'arriverait pas à se parler, du coup on a construit des modèles de communication qui sont très rigides, mais en fait on va quand même réussir à déjouer ça et à conserver et à mettre en place une forme de lien. Et pour moi, c'est dans la possibilité du lien que réside l'espoir, en tout cas. D'autant plus quand on voit la société dans laquelle on vit actuellement, qui est où chacun est dans sa bulle algorithmique, je veux dire, à regarder que du contenu avec lequel il est d'accord, et que ça devient de plus en plus compliqué de discuter avec des gens qui sont dans d'autres mondes ou dans d'autres visions politiques, quoi. On va s'arrêter là. Merci Lucie Eder. Merci beaucoup. Et si vous voulez signer les livres. Il s'agissait d'une rencontre avec l'autrice Lucie Eder autour de la parution aux éditions La Volte de son deuxième texte, La Grande Verdure, enregistré à la librairie Ombre Blanche mercredi 11 mars 2026, réalisé et mis en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.